pour la première fois. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose pour la première fois et je pense qu'à partir de cette première fois, il y aura des ajustements, il y aura des réglages pour que les choses prennent une tournure plus normale. Parce que pour l'instant, je suis d'accord avec vous que à cette approche de l'échéance, nous devrions déjà avoir au moins en discussion un certain nombre de projets de société, qu'il y aurait déjà des débats sur un certain nombre de choses. Et ça, est-ce que dans l'intervalle de 6 mois, tel que l'a fixé le chef de l'État, ça peut se faire? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut aller laisser le processus aller à son terme avant d'apprécier. Et peut-être que les 6 mois nous permettront très largement d'avoir le temps de faire tout ce que nous faisions en plusieurs années. Oui, ben, c'est quand même curieux que, je ne vais pas le dire comme ça, même si c'est comme ça que cela apparaît, un seul individu, une seule personne décrète le mois à partir duquel on devrait commencer à parler de politique et de présidentielle et d'élections l'année prochaine, et que tout le pays soit mis au pas ainsi et obéisse. C'est-à-dire combien de fois il a l'influence sur la vie politique nationale? Mais vous parlez du chef de l'État. Oui, je parle de Patrice Talon. Et donc, vous parlez de quelqu'un qui, constitutionnellement, a la prérogative de définir la politique nationale et de la conduire. Oui, mais pas le comportement et les idées des citoyens. Mais les comportements et les idées, est-ce que Patrice Talon a jamais empêché quelqu'un de les agiter? Tout le monde peut parler, aller dans un meeting, parler, débattre. Si les gens ne font pas des débats, ce n'est pas parce que Patrice Talon ne le veut pas. Les plateaux de Canal 3 sont ouverts à tous ceux qui veulent faire des débats. Patrice Talon n'a jamais empêché personne de venir débattre. Et personne n'a voulu, me semble-t-il, aller peut-être à l'université ou rencontrer les enseignants pour faire de vrais débats et qui aient été empêchés de le faire. Mais la politique politicienne qui consiste à faire les mouvements que nous connaissions par le passé, à bloquer le pays, à paralyser, à faire des grèves, à montrer les muscles pour que le candidat en face puisse déjà avoir des limites dans ce qu'il veut réaliser. Ces choses-là, par contre, je suis bien content que nous ne les ayons plus. Parce que ça ne nous permettait pas particulièrement d'avancer, puisqu'à la fin, celui qui est élu n'est jamais le fruit d'un projet de société. Il n'est jamais le fruit d'un vrai débat de développement. C'est toujours quelqu'un qui débarque avec de l'argent et qui, au dernier moment, arrive à sortir peut-être un peu plus d'argent que ses concurrents. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à regretter. Mais le débat de développement, le débat qui nous fait avancer, n'a jamais été empêché. Et ce que je regrette, c'est que les hommes politiques ne soient plus dans cette logique de faire ce genre de débat. Et nous en viendrons peut-être lorsque nous parlerons des projets de société qui, personnellement, me manquent parce que même par le passé, on n'a jamais été habitué à véritablement débattre des problèmes de projets de société. Ouais. Donc, bon, on débarque, on fait des messes, on fait des meetings, on éparpille de l'argent et on se fait adouber par les citoyens juste pour ça. Si c'est ça qui devait continuer et qu'on n'a plus, il n'y a pas à le regretter. Ben, vous parlez de manque de projets de société par le passé, mais alors on est en avril, on n'a toujours pas évoqué la question. Je ne crois pas que ce soit la transition là qui nous permette de débattre de projets de société. Non, mais c'est pourquoi je vous dis à mon grand regret, nous avons des partis qui sont aujourd'hui financés par les fonds publics et qui, ma foi, n'ont pas le droit de faillir à cette mission qui consiste à animer la vie publique. Mais il faut pas ça. Ils ne sont pas nombreux, justement, ceux qui sont financés. Il faut combien de partis pour animer la vie publique? Oui, mais ils sont 3, 2 sont acquis à la cause du chef de l'État. Vous pensez qu'il y a 1000 idées pour construire le Bénin de demain? Oui, mais vous ne demandez pas à ces 2 partis politiques qui soutiennent le chef de l'État de venir animer la vie politique et de proposer des choses contraires qui ma foi, ne cadrent pas avec ce qui est en train de se faire dans le pays. Alors, il s'agit de confronter les idées. Oui. Il ne s'agit pas pour les partis du chef de l'État de venir tout seul s'asseoir pour dire bon, ce qui s'est fait aujourd'hui est bien, mais nous voulons faire mieux demain. C'est déjà une proposition. Non, mais il ne s'agit même pas que de ça. Il s'agit qu'il y ait plusieurs pôles de propositions. Il s'agit déjà même d'avoir une proposition alternative à ce qui se fait aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est? Aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition. Je suis d'accord avec vous. Et ça, Patrice Talon ne l'a jamais empêché. Ah oui?
on a vu par le passé, les gens ils sont un peu frileux, ils sont un peu inquiets, parce qu'on a vu par le passé, coïncidence pour coïncidence, on peut tirer les conclusions qu'on veut. Tous ceux qui ont voulu d'une manière ou d'une autre être candidats en 2021, on connaît le sort. Qu'on leur ait trouvé d'autres, c'est pas moi, d'autres reproches du point de vue judiciaire et autres, et qu'on a pu les condamner, il y a quand même cette coïncidence qu'ils ont voulu à un moment donné être candidats à une présidentielle, et leur sort est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça peut inquiéter les gens. Alors, est-ce qu'à part eux, il n'y a plus d'autres candidats? Il n'y en a pas eu d'autres? Quand devant vous, vous voyez ce qui est arrivé à quelqu'un qui a eu une idée. Oui, mais je pose une question. Est-ce qu'à part eux, il n'y a jamais eu d'autres candidats? Parce qu'il me semble que tous les candidats n'ont jamais été complètement vous voulez parler de Paul Moumpé, Djemba, là? Je ne sais pas de qui vous voulez parler, vous, mais... Oui, mais à part eux, il y a eu quelle candidature, quel duo en 2021? Alors, vous voyez, le problème que vous posez... Où il est né à Gossa et son compagnon. Le problème que vous posez n'est pas un problème de débat. Ah oui? Moi, je pose un problème de débat. Débattre ne peut pas être délit. Débattre ne peut pas vous amener en prison. Mais c'est l'impression qu'on a eue en 2021. Mais je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez eue. Parce que quand on amène quelqu'un au tribunal, on ne lui reproche pas d'avoir fait un débat. Je ne sens pas que... Je dis qu'il y a une coïncidence. Il ne me semble pas que ceux qui sont en prison aient eu comme chef d'accusation d'avoir mené des débats. Mais à un moment donné, ils ont eu l'envie de faire débat. Et après, on a vu ce qu'on a vu. Oui, bon. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des débats. Si des gens estiment qu'au-delà des débats, ils peuvent aussi utiliser d'autres moyens et qu'on leur reproche d'avoir utilisé ces moyens-là parce qu'ils sont illégaux, moi, je ne suis pas qualifié pour en discuter. Parce que je ne suis ni juge, ni parti dans cette affaire. Mais ce que je dis, c'est qu'aucun homme politique ne peut aujourd'hui être incriminé pour quoi que ce soit parce qu'il fait un débat sur la qualité de vie de nos concitoyens, qu'il fait un débat sur l'avenir de nos concitoyens, qu'il fait un débat sur les projets que nous pourrions développer pour que notre pays se porte mieux. Qui pourrait les mettre en prison pour ça? Ça m'étonnerait. Bon, maintenant, si on sort du champ du débat et qu'on explore d'autres moyens, ça c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je regrette, c'est l'absence de débat. Et cette absence de débat est symptomatique, vous verrez pourquoi. Pourquoi? Vous voyez que récemment, le président de Sefosoglo a fait quelques sorties. Et c'est au cours de ces quelques sorties que vous l'entendez exprimer son étonnement de constater qu'il y a des choses qui se font dans le pays et personne n'est au courant. Ça signifie quoi? Que ce qui intéresse les hommes politiques, ce n'est pas ce qui se construit, ce n'est pas ce qui se fait dans le pays au quotidien. Parce qu'il ne s'y intéresse pas. Oui, c'est 8 ans, 9 ans après qu'il découvre que je ne savais même pas qu'il y avait ça. Il y a eu d'autres sorties où Sefosoglo a regretté aussi qu'on ait en tout cas en face quelques comportements qui ne respectent pas en tout cas... C'est de ça que je vous parle. On a eu en 1990. C'est de ça que je vous parle. Les gens se préoccupent, se focalisent sur les questions de comportement. Se focalisent sur les questions de liberté publique. Oui, mais la démocratie, d'abord, c'est une question de comportement et surtout de liberté. La démocratie. À moins qu'on en sorte et qu'on dise officiellement, on n'est plus en démocratie. Alors, vous avez raison. Et je dis vous avez raison parce que c'est une chose que de dénoncer les comportements. Mais ce n'est pas parce qu'on dénonce les comportements qu'il faut délaisser l'essentiel aussi, qui est le développement du pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas seulement dire, parce que telle personne se comporte mal, tout ce qu'il fait est mauvais, et nous n'avons à dénoncer que son comportement. Mais il y a aussi ce qui se construit au quotidien, les projets qui se mènent au quotidien, et que c'est 8 ans, 9 ans après que les gens découvrent pour dire, mais nous ne savions même pas. Un peu comme si nous savions, nous aurions été plus intelligents. Oui, mais vous voyez, donc moi, je veux bien qu'il y ait des dénonciations comme on le fait aujourd'hui par rapport à des dérives comportementales. Je veux bien que l'on dénonce un certain nombre de choses. Mais ça n'empêche pas que nous fassions quand même de vrais débats pour dire, bon, le comportement n'est pas bon. Nous condamnons telle chose. Nous souhaitons avoir telle chose. Mais quand on a dit ça, il y a... C'est l'attitude qu'il a. C'est-à-dire qu'il a fini de dénoncer au plan démocratique pour dire on n'a pas de liberté, les gens sont dehors, certains sont condamnés, etc. Après, il a dit... Il s'est fait... Vous avez dit combien d'années il a fallu pour que ce soit... Vous ne voulez pas le voir au quotidien le faire? Non. J'aurais bien voulu, au moment où il dénonçait déjà, 2 ans, 3 ans,
quand Patrice Talon était déjà au pouvoir, Oui. 2 ans, 3 ans là, qu'il y ait déjà, à ce moment-là, des débats sur la vision du développement qui induit le comportement que vous dénoncez. C'est une relation de cause à effet. Parce qu'on ne peut pas analyser les comportements en oubliant la vision qui sous-tend ce comportement. Les raisons pour lesquelles on a ce comportement en souhaitant peut-être que par ce comportement, il y a des résultats en avant. Vous voulez justifier des dérives au plan démocratique par des réalisations qu'on a eues? Rien. C'est ça? Je ne justifie rien Oui. et je ne souhaite rien Parce justifier. que vous pensez qu'il ne faut pas Je juger dis, le comportement sans voir d'abord la vision. on ne peut pas faire un débat Oui. en occultant un aspect important au profit d'un autre. Parce que quand vous faites un débat sur le comportement, Oui. politiquement, quand vous êtes opposant, ça vous valorise. N'est-ce pas? Ok. Mais quand vous avez fait ça, votre part de construction, votre part de participation au développement du pays, c'est à quel niveau? C'est quand est-ce que vous le faites? Parce que même quand on est dans l'opposition, on doit participer à la réflexion qui nous fait tous avancer. Ah non, les tests de la République n'ont pas demandé à l'opposition de faire des réflexions à l'endroit du chef de l'État. Ah ben vous avez... Être opposant, c'est déjà vous avez se tort, positionner. vous avez c'est déjà tort se de le positionner, dire. C'est déjà de se positionner. Vous avez par rapport tort à- de le dire de se et vous positionner. rejoignez un peu cet homme politique Oui. qui un jour disait si c'est bon, ce n'est pas à moi de le dire. Oui, parce qu'il y a un service de communication à la présidence qui est payé pour ça. C'est une petitesse d'esprit Ah oui? dans une république démocratique. Ah oui? C'est une petitesse d'esprit dans une république démocratique. Ah oui? Oui. Ça Moi, veut que- moi, je propose à mes concitoyens ce que je peux faire de grand et de mieux que ce qui se Que ce fait qui là. se fait. Oui. Pas venir dire ceci il est bon, ceci il est mieux, ceci il est bon. Alors, vous avez eu ce que je dis là quand et en quelles circonstances? Voilà ce que nous voulons faire. Voilà ce que nous envisageons de faire si nous venons au pouvoir. Ce qui se fait, nous voyons, mais nous pouvons faire mieux. En faisant comme ci, en faisant comme ça. Mais ça donne aux citoyens l'impression qu'il y a des gens qui aussi réfléchissent. Parce que quand on ne réfléchit pas et qu'on ne débat pas ensemble de quelque chose, celui qui agit a l'impression qu'il est seul à comprendre ce qu'il fait. Et il est en roue libre. Alors qu'on peut améliorer ce qu'il fait en lui suggérant des choses. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut rien suggérer au président. La suggestion ne peut pas venir de l'opposition. Je suis désolé. Je le dis encore. Je suis désolé, mais il n'y a pas de test quand je suis la politique ailleurs. Il n'y a pas de test de la République qui commande ou demande à l'opposition de faire des propositions à celui qui est la nation. Il est, vous l'aviez dit, c'est lui qui définit la politique nationale. La démocratie, ce n'est pas que des tests, c'est un esprit. Oui. La démocratie, c'est un esprit. Et cet esprit qui consiste à dire, parce que je ne suis pas au pouvoir, je fais tout pour empêcher celui qui est au pouvoir de réussir. Je fais tout pour critiquer et uniquement pour critiquer. C'est ça, la caractéristique de l'opposition en Afrique. Uniquement critiquer. On ne peut pas bâtir un pays en faisant que critiquer. Comment? Parce que quand un homme agit, quelle que soit la perfection des actes qu'il pose, la critique est facile, on peut toujours trouver à critiquer. Même si Dieu venait diriger le Bénin demain, il y aurait une opposition radicale. Et c'est ça. Pour lui montrer à quel point il se trompe. Oui, et c'est ça la démocratie. Vous voyez, c'est pas que ça la démocratie. La démocratie, c'est la proposition alternative à ce qui se fait. Et on attend les rendez-vous électoraux pour mettre sur le la drame publique justement les propositions. Le drame, c'est de croire qu'on doit attendre les rendez-vous électoraux. Parce que si vous n'attendez pas les élections, justement, et faites des propositions... C'est une question de vision. Quand elles sont adoptées justement par le pouvoir en place, elles ne sont plus à vous, les idées. Mais le peuple tout entier sait que c'est vous qui avez proposé ça. C'est ça la différence. Le peuple tout entier sait que ce qu'on a corrigé pour qu'on ait de meilleurs résultats, c'est vous qui l'avez proposé. Par rapport à votre vision, par rapport aux objectifs que vous avez pour le Bénin. Mais le bilan, ça va à celui qui gère. Nous ne connaissons même pas les objectifs que d'autres ont pour le Bénin. Nous ne connaissons même pas leur vision. Nous ne savons même pas si nous laissons tomber ce que fait Patrice Talon aujourd'hui. Nous aurons le choix entre quoi et quoi. Vous avez une idée, vous, de ça? Oui, entre les démocrates. Mais la démocratie, ce n'est pas de choisir entre les partis politiques. Et les UPR, enfin. Ce n'est pas de choisir entre les partis politiques au regard des personnes qui ont des têtes que nous connaissons dans ces partis. Non! C'est sur des projets que nous devons choisir les dirigeants. Et si aujourd'hui, nous avons un parti d'opposition qui ne nous dit pas pour quelle raison particulière
Nous devons rejeter ceux qui sont là aujourd'hui pour les choisir. Et que ça ne se limite qu'à des questions de comportement. Qu'à des questions qui visent à dire, vous serez plus libre quand nous serons là. Vous aurez plus d'argent que nous serons là. Très honnêtement, c'est une vision. Très honnêtement, c'est pas une vision. Ah oui? Non. Dire à quelqu'un, vous serez un peu plus libre, moins stressé. Mais tout le monde peut le dire. Moins stressé que ce que vous vivez, etc. Tout le monde peut le dire sans réfléchir. Ah oui? Ce qu'il fait, c'est bon, mais je ferai mieux si je suis là. Tout le monde peut le dire sans réfléchir. Un parti politique, c'est une association de personnes qui réfléchissent. Et la réflexion, elle doit être pointue. La réflexion doit être pointue. Est-ce que tel que l'Assemblée nationale fonctionne aujourd'hui, par rapport au nombre de lois qu'on a votées, par rapport même à la façon dont les lois sont introduites, par rapport à la participation de la population, à l'élaboration des lois, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça nous satisfait? Si oui, est-ce qu'on peut l'améliorer? La participation citoyenne que nous avons aujourd'hui, que le gouvernement propose, est-ce que nous pouvons avoir une meilleure participation citoyenne? Si oui, quel est l'exemple que les partis d'opposition donnent de la participation de leurs militants à une vie plus citoyenne? Il n'y a rien. Alors, si l'opposition, ça consiste juste à s'asseoir pour dire, bon, il a fait, oui, mais bon, et à dire, après que l'autre a fini de réaliser quelque chose. Même les partis de la mouvance, qu'est-ce qu'ils disent, à part Patrice Talon et je suis d'accord avec, je ne fais pas le procès. On ne sait même pas ce à quoi ils pensent. Je ne fais pas le procès. On ne sait même pas s'ils ont le courage de pouvoir, en tout cas, lever le petit doigt pour dire, oui, tel sera candidat ou tel ne sera pas candidat. Je voudrais clarifier, je ne fais pas le procès des partis d'opposition. Je fais le procès de tous les partis. Je viens de vous le dire à l'instant, quand vous prenez les fonds publics pour animer votre parti politique, vous avez un devoir vis-à-vis de la République. Et ce devoir, c'est le devoir de la réflexion. Le rôle premier d'un parti politique, c'est de proposer. D'accord? Et même quand on s'appelle UP. R, merci. Et même quand on s'appelle BR, on n'est pas des siamois. On doit faire des propositions qui ne sont pas forcément identiques. Et permettre au Bénin de se dire, parmi les deux partis qui soutiennent le chef de l'État, je préfère les idées du PR, de l'UPR du moins. Parce qu'il y en a qui se disent libéraux, il y en a qui se disent socialistes. Social-démocrates. Social-démocratie, ça sous-entend une certaine vision des choses. Vous ne pouvez pas voir les choses à l'identique par rapport aux libéraux. Donc, lorsque vous avez un projet de société et qu'il y a votre vision dans ce projet de société, nous devons, nos citoyens, voir cette vision et pouvoir choisir entre ces différentes visions et nous dire, voilà ce qui nous ressemble, voilà ce qui sera moins pénible et qui portera plus de fruits. D'accord? Mais une fois qu'on a choisi cette vision, on peut, par la participation citoyenne, parce que nous avons connu cette vision d'avance, parce qu'on l'a proposé d'avance, nous pouvons l'enrichir. De façon à ce que, à la fin, tout le monde sache que la vision qui va triompher, c'est la vision social-démocrate, mais nous avons tous participé à l'améliorer pour que nous ayons la vision qui nous convient à tous, qui convient en tout cas à la majorité, pour que, à la prochaine présidentielle, ce soit cette vision-là qu'on mette en œuvre. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de mettre une vision en œuvre, de mettre un projet de société en œuvre, il s'agit de choisir quelqu'un qui va peut-être continuer un projet qui est déjà en cours, que nous connaissons déjà. Mais quelle est la vision alternative qu'on nous propose pour que nous ayons le choix? Il faut que nous ayons le choix. Et si UPR et BR s'enferment dans leur rôle de suivisme, il n'appartient pas aux démocrates de faire pareil. Eux, ils sont reconnus comme parti d'opposition. Il y a un contexte aussi qu'il ne faut pas oublier. Je crois qu'ils se sont plaints dernièrement, qu'on les empêche de tenir leurs activités. S'ils doivent aller sur le terrain, discuter justement de leur vision, de leur façon de voir, de leur façon de projeter le pays, et qu'on les empêche, sur quelle place publique vous voulez, ou à quel endroit vous voulez qu'ils débattent justement des idées qu'ils ont à leur niveau? Moi, je ne les ai jamais entendus débattre d'idées. Ah bon? Et c'est pour ça qu'il ne peut pas me convaincre qu'en allant sur le terrain, c'est pour aller débattre d'idées. Mais ici, ils vont voir les citoyens, c'est certainement pas pour danser. Non.
c'est pour dire aux citoyens ce qui se passe est mauvais. Ce n'est pas un plan, ce n'est pas un programme politique. Bon, qu'on les empêche, c'est un autre débat. Oui. Ce n'est pas de ça que je parle. Oui. Ce dont je parle, c'est que même s'ils vont sur le terrain, ce n'est pas pour aller parler des projets. Commencez déjà à dire que ce qui se fait, c'est mauvais. C'est déjà un début. Parce que, vous savez, ce n'est pas que sur le terrain, par exemple, que des idées s'expriment. Oui. Vous vous rappelez, mais nous, à Canal 3, nous avons quand même pris la peine d'écrire aux partis politiques. Parce que nous voyons venir des échéances et que nous percevons la nécessité de débattre de choses essentielles. Et nous avons écrit aux partis politiques pour nous dire de bien vouloir dégager un certain nombre de personnes ressources pour que, lorsque nous avons des thématiques pointues, que nous puissions avoir recours à ces personnes ressources pour faire de vrais débats sur notre plateau. Il n'y a que le parti Renaissance nationale qui a répondu. Aucun des autres partis n'a répondu. Ce n'est pas le débat d'idées qui les intéresse. Ce n'est pas ça. Ce qui les intéresse, c'est l'activisme politique. Et l'activisme politique, c'est bien. Mais sans débat, l'activisme politique, c'est un suicide, c'est une ruine pour la démocratie. Et c'est de ça que Boni Yahi parlait quand il parlait de démocratie Nescafé. C'est ça. La démocratie dans laquelle il n'y a que l'activisme. Il n'y a que l'activisme qui est priorisé et rien d'autre. Ce n'est pas de la bonne démocratie. Mais si les partis politiques, ma foi, ne proposent pas de débat, ce n'est pas de leur faute. Ils veulent débattre avec qui? Nous avons un niveau d'instruction de la population qui ne permet pas justement d'avancer sur ce terrain de débat. Alors, si vous dites ça, ça veut dire que vous confortez la thèse de ceux qui disent qu'ils ne sont pas assez mûrs pour aller en démocratie. Ça, c'est leur vision. Moi, je pense que pour parler d'idées, pour parler justement de projets d'avenir, les etc., populations ne sont peut-être pas instruites. Il faut avoir en face des populations justement qui sont inscrites dans cette vision. Les populations ne sont peut-être pas instruites à parler le français. Ce ne sont peut-être pas des érudits, mais nous avons beaucoup d'intellectuels parmi nos paysans. Nous avons beaucoup d'intellectuels parmi nos artisans. Des gens qui vous développent des idées qui vous sidèrent. Mais et qui sont conformes encore à la modernité, la façon, la démocratie, qu'ils n'ont jamais connue d'ailleurs, parce que traditionnellement, on est... La gestion d'une cité n'est pas toujours ce qu'on copie d'ailleurs. Et moi, je vous ai toujours dit, mon point de vue personnel, c'est que tout ce qu'on copie d'ailleurs, on copie avec les tares venus d'ailleurs. On copie surtout l'État. On copie surtout l'État. Et donc, nous avons notre propre façon d'organiser notre société et on n'a pas perdu toutes les valeurs. Et en se rapprochant de certaines personnes, même au sein des couches les plus basses, on est étonné de ce qu'on peut apprendre. Parce que nous pensons que parce que nous sommes allés à l'école apprendre 2 ou 3 mots, que nous pouvons parler un français châtié, et nous sommes forcément intelligents, nous savons tout comprendre, mais c'est faux. C'est faux. La participation citoyenne au débat est quelque chose que nous avons perdu et ça, il faut le retrouver impérativement. Il faut le retrouver. Et c'est le rôle des partis politiques. De créer la société civile encore. C'est le rôle des partis politiques d'animer la vie publique, d'animer le débat politique. C'est leur rôle. Aller débattre d'un thème dans une localité, par exemple. Il ne s'agit pas d'aller dire, voilà ce que nous réalisons, nous allons venir vous dire, nous réalisons telle chose, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a tellement de choses qui se font en votre nom, et une fois que vous avez appris ça, vous applaudissez et on continue. Non, il faut dire aux citoyens, vous, par rapport à telle question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et confronter les idées de façon à ce que lorsque vous imprimez votre vision de parti de gauche, que les citoyens sachent que si on vous choisit demain, voilà ce à quoi il faut s'attendre par rapport à telle idée. On ne peut pas avoir les mêmes projets d'éducation selon qu'on est libéral ou qu'on est socialiste, social-démocrate. On ne peut pas avoir les mêmes idées. On ne peut pas avoir les mêmes idées selon qu'on est les démocrates. Je ne connais pas très bien leur ligne de pensée, mais ils en ont certainement une. La démocratie d'abord, les autres choses après. Ah, ça bon.
Oui, la démocratie. Il me semble que la philosophie d'ailleurs qui a sous-tendu... Je pense qu'ils doivent avoir un vrai projet de société qui sous-tend une vision politique. Oui, au-delà peut-être... Et cette vision politique, moi qui suis communicateur, moi qui suis dans le monde des médias, je ne peux pas vous en parler. Qu'en est-il alors des citoyens? Qu'est-ce que les démocrates proposent? Moi, je ne peux pas vous en parler. Qu'en est-il des citoyens? Pour la démocratie, un peu plus de respect des lois, des textes de la République en matière de démocratie. Et donc, ils viennent au pouvoir juste pour respecter les lois. Pour restaurer la démocratie, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils viennent au pouvoir juste pour que les lois soient désormais respectées, que les libertés soient désormais respectées. Le reste, on verra après. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Parce que le développement d'abord se base sur la démocratie. Il faut être libre d'abord pour penser justement à réaliser des Si vous étiez le porte-parole des démocrates, je pense que vous auriez fait beaucoup de mal à ce parti parce que vous défendez mal une vision. Parce que moi je parle, je pense que ça peut pas être j'ai entendu dire ça ne peut pas être leur vision. De leur propre bouche. Ils ont dit, et l'essentiel de ce qu'ils disent, fondamentalement, en tout cas quand on les écoute, c'est la restauration de la démocratie. Parce que justement, nous avons eu des rendez-vous électoraux qui n'ont rien à voir avec des rendez-vous électoraux dans un contexte démocratique. On a eu des écarts avec, je dois dire, le respect du droit des citoyens qui n'ont rien à voir avec un contexte démocratique. Et je crois que c'est ce qu'ils défendent tout le temps. Vous avez peut-être raison, parce que c'est la perception que vous avez puisqu'ils ne disent rien d'autre. C'est ça tout le problème. Ils ne disent rien d'autre. Mais pourquoi ils ne disent rien d'autre? Un parti politique ne peut pas dire que ça. Ah oui? Et non, je suis désolé. Un parti politique ne peut pas dire que ça parce qu'on n'a pas besoin d'être organisé en parti politique pour dire ça. Ce que vous dites là, les citoyens le disent tous les jours sans avoir à consulter qui que ce soit. On peut en faire son projet de société quand on est parti politique. Et je pense qu'un projet de société comme celui-là ramènerait notre démocratie bien en arrière. Parce que, faut pas oublier l'histoire. Le respect de la République. Faut pas oublier l'histoire. L'indépendance de la justice. Boni Yayi. La séparation des institutions. Boni Yayi est celui qui a le plus expérimenté les troubles en période démocratique. Il faut l'écouter quand il parle. Enfin, pas aujourd'hui, parce qu'il dit plus la même chose aujourd'hui. Quand il parlait, ce qu'il disait, c'était que une démocratie qui ne nourrit pas, vous vous battez que pour la liberté, il n'y a pas la nourriture. C'est pas une bonne démocratie. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a pensé trouver une alternative en proposant la dictature du développement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il s'est rendu compte que le développement prime encore sur les libertés plus qu'on pourrait le penser. En étant au pouvoir, il a expérimenté et il a vu que le développement comptait davantage que les questions de liberté publique. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il avait proposé la dictature du développement. Il n'a pas pu exécuter son excellent plan de dictature du développement pour la simple raison qu'il y avait tellement de résistance sur le terrain. Et je vous dis, c'est lui qui a le plus expérimenté ces troubles-là. Et moi, je regrette que ce soit lui encore qui soit à la tête d'un parti qui aujourd'hui ne prône que ça. Et pas ce que lui déplorait hier. Non, nous devons avoir une dictature du développement. Boni Yayi avait raison. Et je pense que celui qui était dans sa position et qui avait fait ce constat, en toute lucidité, disait la vérité. Il n'y a pas de dictature de développement, il y a dictature et dictature tout court. Non, enfin, vous convenez que Boni Yayi avait parlé de dictature du développement. Oui. C'est un concept pour nous faire bien comprendre que s'il faut aller à la dictature pour qu'il y ait le développement, c'est mieux que de laisser les questions de liberté primer surtout. C'est ce qu'il voulait dire, c'était l'idée, c'était la pensée. Donc aujourd'hui, il a changé de position. Ses idées n'ont pas changé, je suis convaincu, puisqu'il a été au pouvoir. Mais que son parti ne propose rien dans le cadre de la dictature du développement, moi ça me pose un problème. Et j'aurais bien voulu que les démocrates soient un parti qui propose quelque chose qui soit dans la vision de leur président. La dictature du développement.
En tout cas, on va laisser nous venir avec une idée assez claire. Je me demandais de quel débat on pourrait, quel débat on pourrait évoquer avec une population dont le niveau est relativement ce qu'il est, et comme vous le savez. Mais au-delà de ça aussi, le débat, c'est un espace aussi. Et on a bien l'impression que l'espace, il est bien empoisonné et qu'il n'est pas aussi libre que ça. J'en conviens. J'en conviens parce que je ne vois pas les démocrates non plus s'exprimer aussi librement qu'ils auraient souhaité le faire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas question de débat. Parce que s'il n'était question que de débat, ça m'étonnerait beaucoup qu'on empêche qui que ce soit de s'exprimer. Il n'est pas question que de débat. Et les autorités qui gèrent le pays ont parfois des informations que vous et moi n'avons pas. Pourquoi elle ne partage pas avec nous les informations? On a bien envie de savoir pourquoi est-ce que si telle personne elle parle, bon voilà, le lendemain il faut qu'il y ait une visite matinale de la police, etc. Ça fait que les gens ils se sentent pas libres de parler. De parler de quoi? De parler de... C'est ça la question. De quel débat? De contester les chiffres qu'on nous donne, de contester les versions officielles, de contester les réalisations qu'on nous balance à la figure, etc. Je voudrais rectifier. Les gens ne contestent pas les chiffres qu'on nous donne. Ils donnent les chiffres qu'ils ont envie de donner. En fait, c'est ça. Et c'est peut-être eux qui suscitent le débat des chiffres. Et je suis d'accord avec vous que s'il n'y avait pas lieu de faire débat de chiffres, il ne ferait pas débat. Et que si on annonçait les chiffres à l'avance, officiellement il n'y aurait pas lieu de faire un débat de chiffres. Mais les gens ne contestent pas les chiffres. C'est qu'ils annoncent des chiffres fantaisistes. Et ça, ce n'est pas le débat non plus. Mais dès lors qu'il n'y a pas justement de chiffres. Le débat, ce n'est pas que les chiffres. Le chiffrisme, comme on dit, qui rend tout le monde malade et qui fait que l'œuvre réalisée n'est pas importante, c'est le chiffre qui s'attache à cette œuvre qui est importante. On veut voir. On veut voir. Je suis d'accord que le citoyen... Si le couvrant, justement... C'est une veille citoyenne que nous avons le devoir de faire. Mais lorsque, dans notre conduite du débat, nous considérons que l'œuvre qui a été réalisée est moins importante que le chiffre, à ce moment-là, il y a un problème. C'est parce que il n'y a pas véritablement d'idée pour débattre. Sinon, bon, le chiffre, c'est important. Et nous nous battrons autant que nous pouvons pour que les chiffres soient communiqués. Parce que quand on annonce un mauvais chiffre, après vous entendez quand même, il y a des communiqués qui font des rectifications pour dire, bon, voilà le chiffre réel. Si le chiffre réel pouvait être communiqué depuis le début, pourquoi est-ce qu'on attend que quelqu'un vienne dire des sottises avant de communiquer le bon chiffre? Donc, oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire ce débat de chiffres et qu'il faut exiger de nos dirigeants qu'ils nous communiquent les chiffres. Mais est-ce que le fait de nous communiquer des chiffres nous guérit de l'envie de juger de la qualité du travail qui est fait? C'est aussi ça. Le chiffre, oui, mais il n'est pas si important. Ah oui? Mais une fois qu'on vous l'a communiqué, qu'est-ce que vous faites avec? On juge de la lucidité de la personne qui a choisi de faire ci ou ça à ce coup ou à un autre. Et le débat serait peut-être de dire... Et ça permet justement d'évaluer la qualité de la gouvernance parce que en démocratie, la gouvernance est une chose assez importante. Et je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis le chiffre, il faut faire le débat du chiffre. Je suis d'accord avec vous. Mais mettre le débat du chiffre au-dessus de tout le reste... C'est un peu comme si je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas quoi dire. Non, l'œuvre est là. Et on peut en parler. Est-ce qu'elle est opportune? Est-ce que, telle qu'elle est réalisée, on ne pouvait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pouvait pas choisir de faire autre chose? En lieu et place. En lieu et place. C'est ça le vrai débat. Le débat, ce n'est pas combien ça a coûté. Combien ça a coûté, c'est pour faire de la politique politicienne. Et je vous dis, il faut sortir de la politique politicienne. Il faut parler de ce que nous voulons dans notre pays. Il faut parler de où est-ce que nous voulons aller. Il faut parler de là où vous voulez nous conduire. Moi, j'aurais bien voulu rêver avec un parti politique qui me dise ce qui se fait aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais voilà ce que nous proposons et que je me retrouve dedans en train de rêver parce que je me dis, ça, si des gens peuvent rêver ça et qu'en les accompagnant, nous avons la certitude d'avoir ne serait-ce que la moitié de ça, je suis dedans. Mais est-ce que former une république de débat,
Ce n'est pas instaurer, je dois dire, une caste d'intellectuels qui viennent sur la place publique, nous entretenir d'idées parfois irréalisables. On a vu des propositions dans ce pays quand même qui étaient des propositions hallucinantes à la limite. Là, mettons quoi, on écarte, on éloigne la population justement l'essentiel parce qu'elle-même n'est pas, au fait, elle n'a pas les éléments pour apprécier et évaluer justement la pertinence et l'objectivité des propositions qui sont en train d'être faites. Et c'est là où vous rejoignez un point que j'essayais de développer depuis longtemps et que vous ne semblez pas prendre en compte. Vous ne semblez pas du tout prendre en compte le fait que j'insiste pour dire que c'est avec la participation des citoyens qu'il faut faire le débat. Il ne faut pas juste venir dire aux citoyens, voilà ce qu'on est en train de vous faire, voilà ce que nous nous proposons. Non, il faut à un moment écouter les citoyens et leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que nous vous proposons. Qu'est-ce que vous en dites? Et recueillir. C'est ça, en fait. Normalement, si on avait une belle décentralisation avec de véritables entités décentralisées, ce débat aurait pu être plus facile. Parce que dans les entités décentralisées, on aurait débattu des projets locaux et en fait, ça aurait recueilli ça aurait donné une plus-value. Bon, mais nous n'avons pas ce débat et il est centralisé. Bon, à partir du moment où il est centralisé, on ne va pas non plus ne pas faire le débat. Donc, il faut aller vers les citoyens. Il ne faut pas penser que le citoyen qui n'est pas allé à l'école n'a rien à dire. Il ne faut pas penser que le citoyen qui n'est pas allé à l'école n'a pas d'idée. On connaît déjà ses besoins. Il a besoin de l'eau, il a besoin de l'électricité. C'est le piège qui il a juste besoin que son enfant aille à l'école et que s'il finit d'avoir ses diplômes, qu'il ait quelque part à travailler. C'est le piège qui guette des personnes qui s'enferment dans un bureau pour réfléchir à la place des citoyens. Ah oui? Vous serez surpris d'apprendre la sagesse que les gens ont à la base pour régler des problèmes simples. Vous serez étonné. Et aujourd'hui, nous avons les chefferies qui sont en train d'être réinstallées. Est-ce que ça va contribuer à ce débat? Je n'en sais rien. Mais il est essentiel que les citoyens puissent de temps en temps s'exprimer pour dire ce qu'elles veulent. Il faut d'ailleurs que ce soit des citoyens que proviennent les idées que nous réalisons. Il faut que ce soit... On aurait été à l'école, pourquoi alors? On aurait créé un parti politique, pourquoi alors? Si c'est les citoyens qui doivent nous faire des propositions... C'est pour formaliser ce que disent les citoyens. Pour les mettre en forme, pour les mettre en projet réalisable. Mais ce n'est pas parce que nous sommes allés à l'école que nous avons les meilleures idées. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes allés à l'école que nous avons... L'ouverture d'esprit, la grandeur et la profondeur de la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on a fait des mathématiques que le citoyen qui va au champ est battu à plat de couture lorsqu'il s'agit de parler de développement. Non, lui, il a l'expérience de la terre. Il peut mieux s'exprimer sur les questions de terre que l'ingénieur qui allait se faire former en Europe pour être ingénieur agronome et qui a peut-être visité 2 ou 3 plantations en Europe, qui a travaillé sur l'agroéconomie et qui n'a jamais cultivé dans son pays. Donc, c'est bon d'avoir des idées, mais la participation des citoyens à la mise en place des projets de société, des grands projets de société est essentielle. Je ne vois pas les partis politiques dans cette démarche. Je les vois dans la démarche de s'enfermer quelque part entre intellectuels et de dire, bon... Peut-être qu'ils sont réalistes, parce que il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes. On est quand même en Afrique, et spécialement au Bénin, où les éléments importants, en tout cas, qui déterminent le choix, le vote des populations, ce n'est pas forcément le grand débat à la télé ou sur la place publique, c'est forcément l'argent que vous aviez déboursé, c'est votre appartenance justement au milieu régional, ethnique, etc. Ce sont les éléments qui déterminent fondamentalement le choix des populations jusqu'à l'heure où nous parlons. Et quand on est un parti politique qui veut conquérir le pouvoir, vous ne faites pas de débat à la télé, alors que vous savez ce qui détermine justement le choix des populations. Et vous mettez le doigt sur la question essentielle. La réforme du système partisan, est-ce que ça nous conduit à aller vers ce genre de débat où le citoyen est maître de son destin? Ou bien, est-ce que nous allons continuer à avoir des candidats qui débarquent avec de l'argent, qui achètent les suffrages
et qui devienne président de la Pourquoi République. est-ce que la réforme du système partisan tel qu'il est présenté nous préserve justement de ce choix-là? À un moment donné ou à un autre, quelqu'un qui a 2 ou 3 milliards ou je ne sais pas trop combien, il peut débarquer et décrocher la carte de membre d'un parti, de l'un des membres, de l'un des partis politiques en place et se faire élire. À l'état actuel des choses, je conviens avec vous que c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a déjà vu ça par le passé. Absolument. En 2021, voilà. Et donc, moi, je plaide que nous ayons une réforme qui aille encore plus loin et qui nous empêche d'avoir ce genre de candidat. Même si c'est les partis politiques qui doivent adouber aujourd'hui le candidat, il peut toujours venir la veille avec beaucoup d'argent et puis se faire supplanter tout le monde et dire bon, je m'inscris dans votre parti, ou bien si la loi dit qu'il faut s'inscrire un an avant, il s'inscrit un an avant, il ne participe à rien du tout, et puis à la veille des élections, il débarque avec l'argent et puis tout le monde est derrière lui. Tout le monde donc, pas. Oui, si la réforme ne nous empêche pas, ne nous préserve pas de ce genre de cas de figure, nous n'aurons pas fait grand-chose du point de vue de la réforme politique. Parce qu'il faut nécessairement que le candidat soit l'émanation d'une volonté populaire. Et l'émanation d'une volonté populaire, ce n'est pas celui qui a l'argent. L'émanation d'une volonté populaire, ce n'est pas celui qui a le PhD, le doctorat, non. L'émanation de la volonté populaire, c'est celui qui est à même d'implémenter des idées que les citoyens partagent en commun. Quelqu'un qui a peut-être vécu un certain nombre de réalités avec les citoyens et que les citoyens considèrent comme étant en mesure, une fois au pouvoir, de mettre en œuvre ce qu'ils ont vécu ensemble et qui connaît les faiblesses de ce qu'ils ont vécu ensemble et qui a peut-être étudié un peu pour faire encore mieux que les autres. Si nous n'avons pas, dans notre vision politique, d'avoir des candidats de cette nature-là, si nous n'avons pas dans notre vision politique la possibilité de faire élire des Lula da Silva dans notre pays, et qu'il n'y a que des magnats, il n'y a que des gens qui ont la possibilité d'avoir des financements à l'étranger qui peuvent se faire élire, nous n'aurons pas finalement fait une réforme essentielle. Nous aurons fait une réforme pour peut-être améliorer un certain nombre de choses, parce que, quoi qu'on dise, la réforme a quand même amélioré un certain nombre de choses. Mais il faut aller jusqu'au bout de la réforme. Et je plaide que nous allons jusqu'au bout en faisant 2 choses. Quoi ça? Quoi ça? La suppression des salaires politiques. Quand je le dis, on dit, mais de quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais le militantisme. J'allais vous demander. Le militantisme a un prix à payer. Le patriotisme a un prix à payer. Si je suis patriote et que je veux servir mon pays, j'accepte un sacrifice d'avance. Mais si en servant mon pays, j'ai encore plus d'avantages que lorsque je ne m'étais pas engagé, où est le sacrifice que je fais? Où est le sacrifice que je fais pour mon pays? On ne va pas mettre non plus de mendiants à la tête de nos institutions et à la tête. Je ne sais pas qui vous appelez mendiant. Oui, de quelqu'un qui n'a rien du tout et qui est prêt justement parce qu'il n'a rien du tout. Je connais dans le monde un président de la République qui a 2 chevaux. Il y a une petite ferme dans son village. Dans son village. Chef d'État. Oui. Il a 2 chevaux, il a une petite ferme, il a une petite maison, et il n'a rien d'autre. Une cabane, façon. Pourtant, il dirige le pays. C'est une question d'éthique et de morale politique. Ce n'est pas parce qu'on te met à un poste que tu dois nécessairement capter toute la rente qui passe, voler tout l'argent qui passe à ta portée. Ce n'est pas possible. Angela Merkel a été chancelière en Allemagne pendant je ne sais combien de... Pas d'une vingtaine d'années. Hein. Et pourtant, c'est une femme qui continue d'aller à pied, tranquillement, à travers la ville, à cuisiner comme tout le monde, parce qu'elle n'a même pas de garçons de course ou de domestiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on a occupé un poste. Ça, c'est la concession du chef ailleurs. Chez nous, le chef... c'est cette concession du chef ailleurs que nous devrions, nous, pays pauvres. Il n'y a pas d'ancien chef ailleurs. Non, pays pauvres. Chez nous, il n'y a pas d'ancien chef. On est chef et on est chef. Et relativement, on fait des conditions au chef de sorte à ce qu'on le mette au-dessus du besoin. Tanguy, pour que, nous sommes un pays pauvre et nous ne pouvons pas concevoir la politique de façon à ce que l'homme politique soit déconnecté de la communauté et qu'il vive au-dessus de la communauté. L'homme politique vit au sein de la communauté.
Aujourd'hui, nos hommes politiques vivent au-dessus de la communauté. Pour aller vers eux, c'est tout un problème. Ils sont dans leur voiture, tous les vitres sont fumées, ils sont inaccessibles. Dans leur bureau, vous ne pouvez pas les voir. C'est seulement lorsqu'ils ont besoin de vous qu'ils s'approchent de vous. Campagne électorale. Ils ont des gardes du corps. Vous imaginez des députés, des personnes qui sont élues pour représenter le peuple et qui ont des gardes du corps. Oui, pour assurer la sécurité. On en a tué combien de députés depuis l'ère du renouveau démocratique? Parce qu'ils ont des gardes du corps qui leur évitent d'être tués. Mais Tanguy, je ne sais pas comment dire ça. C'est une aberration que d'avoir des députés qui ont des gardes du corps. C'est pour les protéger contre qui? Contre les électeurs? Ça coûte de l'argent à l'État, mais ce sont des dépenses de prestige que l'État devrait s'éviter. Parce que nous sommes dans un pays où on ne peut pas se permettre des dépenses de prestige. Il n'y a pas que les députés qui ont... C'est pour ça, non, c'est un exemple entre eux que je donne. Oui. Je vous dis, nous faisons trop de dépenses de prestige et la démocratie nous coûte excessivement cher alors qu'elle n'aurait pas dû nous coûter aussi cher. Parce que nous sommes des citoyens et que nous avons décidé de nous mettre au service de la République. Moi, que député qui est médecin, au cours d'une session, a des primes, ça ne me gêne pas. Et qu'après la session, il retourne à son cabinet. Moi, ça ne me gêne pas. Et à sa profession d'origine. À sa profession d'origine. On se retrouve lorsque la République nous appelle, et parce que nous avons dû abandonner le travail pour lequel nous avons été appelés, on nous donne une prime. Mais que les gens soient salariés et que leur salaire leur permette d'avoir une vie de nabab comparée à ceux qui les ont envoyés en mission, c'est une logique que je ne comprends pas. Et cette logique-là, nous devons la combattre. À cette allure, vous ne verrez personne être député ou maire ou je ne sais pas quoi, ministre de la République. Mais vous verrez que ce sera la solution à beaucoup de problèmes. Ah oui, sérieusement? Beaucoup de problèmes. Quel est l'investissement, l'engagement? Je dois dire, quelle est toute la conscience que un député qui n'a pas tous les éléments de commodité à sa disposition, quel est son engagement justement à servir la cause républicaine? C'est pour ça que je vous dis qu'il a une profession, c'est pour ça que apporter mieux. C'est pour ça que je vous dis que le patriotisme a un prix à payer. Si vous ne payez aucun prix pour le patriotisme, ce n'est pas du patriotisme. Si vous ne sacrifiez rien, ce n'est pas du patriotisme. Et ce que je dis n'est pas aussi saugrenu parce que nous avons déjà eu ça par le passé. Ah bon? Les députés, les commissaires du peuple à l'Assemblée révolutionnaire du Bénin n'avaient pas de salaire. Ça, c'était la révolution, nous sommes en démocratie. C'est vrai. Il y avait 500 députés. Et si on devait les payer, l'État serait ruiné. Donc, ils n'avaient pas de salaire. Ils avaient des primes. Parce que justement, ils étaient des enseignants, des médecins, et on leur demandait de quitter leur travail pour venir servir la République. Oui. Et à ce moment-là, oui, il faut une compensation. Je suis d'accord. Mais quand on a fini ça, vous avez des députés qui passent le temps à faire autre chose qu'à légiférer. L'absentéisme à l'Assemblée nationale, c'est une maladie. Il ne faut pas que les députés aient l'impression qu'on est en train de se focaliser sur... Non, je ne me focalise pas sur eux. Je pense qu'ils comprennent l'idée que je développe, que lorsque on vous met dans des conditions où vous n'avez pas besoin en fait de faire davantage que ce que vous faites pour être totalement à votre aise, vous ne faites rien. Il n'y a même pas de situation de contrainte qui fait que lorsqu'un député manque 2-3 fois, il y a... Non, le règlement intérieur, je crois, de l'Assemblée nationale a quelques reproches à leur faire quand même en matière d'absentéisme. Oui, je pense. S'il n'est pas appliqué, ça c'est autre chose. Vous convenez avec moi que ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué, parce que l'absentéisme à l'Assemblée nationale, c'est véritablement un problème. Et puis, il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale. C'était un exemple entre autres. Vous voyez? Donc, si nous mettons les gens dans une situation qui les met au-dessus de la communauté, alors que c'est la communauté qui les a mandatés pour les représenter, qui sont des représentants de leurs concitoyens, il n'est pas normal qu'ils aient une vie qui les met complètement au-dessus et qui les déconnecte. Ce n'est pas une bonne chose. Le citoyen doit sentir le député vivre la proximité la proximité du député, par exemple.
dois le sentir. J'ai parlé avec un ami hier qui vit au Canada, un Béninois, qui m'a dit, hier j'ai parlé avec le Premier ministre. Ah, j'ai dit, attends, tu as parlé avec quel Premier ministre? Il dit, le Premier ministre du Canada. Je dis, ah bon? Tu as accès à lui? Il dit, tout le monde a accès à lui. Parce qu'il vit aussi de la communauté, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est protégé, qui est gardé, qui est isolé. Mais ça c'est la réalité d'ailleurs. Ici vous êtes aussi accessible. Alors qu'est-ce que nous avons copié? Ce sont les factures quoi, d'électricité, d'eau, de soins de santé qui vont s'amonceler sur votre table parce que la communauté pense que justement, parce que vous êtes Premier ministre, il faut répondre justement à leurs besoins au quotidien. C'est nous qui avons choisi de faire de la politique de cette façon. C'est nous-mêmes qui avons choisi de faire de la politique de cette façon-là. Et nous pouvons corriger ça. Aujourd'hui, vous voyez, les députés ont infiniment moins d'argent à distribuer que par le passé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, ça gronde dans le rang de la militance. Dans le rang de la militance, ce n'est pas l'audience qu'ils ont mais les militants comprennent. Ils avaient, qu'ils ont toujours aujourd'hui. Mais les militants comprennent que, bon, aujourd'hui, c'est plus la peine d'aller s'aligner sur les bancs d'un député, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Hier, dès le réveil, les députés voyaient des gens s'aligner sur les bancs de leur cour. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Parce que le citoyen comprend que le député n'a plus les moyens qu'il avait hier. On peut aller encore plus loin. Les citoyens comprennent. Quand on leur explique, ils comprennent. Que hier, les députés avaient tel moyen. Mais le jour où vous cessez de donner de gros moyens aux députés, les citoyens, ils apprennent, ils le savent. Ils savent très bien que à partir de maintenant, il ne peut plus régler mes problèmes de scolarité. C'est l'État qui s'en charge à cause de toutes les économies que l'État peut faire parce qu'on ne leur donne plus cet argent. Donc, honnêtement, je plaide que nous ayons une politique de proximité. La deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on a fini d'éliminer les salaires politiques. Bon, alors, quand on a fini d'éliminer les salaires politiques, il faut éliminer l'argent dans les élections. Comment ça se fait? Parce il que faut même éliminer dans la l'argent plus dans les vieille élections. démocratie, comme on la présente aux États-Unis, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle parce que vous êtes le mandat du coin. Hein? Il faut beaucoup de milliards. Il faut beaucoup de milliards pour faire des meetings, pour faire des actions de communication, parce que la communication Ça coûte elle coûte cher. excessivement Et cher. aux États-Unis, on n'investit pas dans l'électorat, on investit dans la communication. C'est ça la différence. L'électeur n'a pas besoin d'être convaincu avec de l'argent. On ne partage pas l'argent à l'électeur aux États-Unis, on ne partage pas le riz, on ne partage pas des feuilles de tôle, on ne partage pas des bidons d'huile. On fait des actions de communication. C'est dans la communication qu'on investit. Beaucoup, beaucoup d'argent. Pour que le dernier des citoyens puisse comprendre les idées qui sous-tendent cette candidature-là. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Ici, on n'investit presque rien dans la communication. Non, elle est exagérée. Il y a quelques éléments. Le pourcentage d'argent qu'on investit dans la communication est si faible que la campagne électorale chez nous se limite à 90% d'intérêt pour les électeurs et 10% pour la communication. C'est ça. C'est un renversement de la pyramide. Oui, mais quand vous voulez mobiliser les électeurs, vous voulez les appeler à venir vous écouter, à partager vos idées avec vous, alors qu'ils ont du travail, quelle est la compensation qu'on leur fait? C'est tout le problème. L'électeur ne se sent pas concerné et considère que s'il doit laisser son travail pour aller vous écouter, il faut qu'il soit dédommagé parce qu'il a quitté son travail. Oui, absolument. Or, si le travailleur comprend que c'est de son avenir qu'il est question, c'est de sa vie dans les 5 prochaines années qu'il est question, et que si on fait un mauvais choix, il va devoir subir pendant les 5 prochaines années. Il va laisser son travail rapidement pour aller s'intéresser à ce choix-là, parce que ça détermine son avenir, l'avenir de sa famille et de ses enfants. Mais nous ne percevons pas ça comme ça. C'est pourquoi les gens disent, ah, si je dois partir, il faut que vous me donniez de l'argent. D'ailleurs, je n'ai même pas d'argent pour me déplacer, pour aller vous écouter. En plus. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que c'est nous qui avons décidé de faire de la politique de cette façon, parce que nous avons eu le malheur, en 91, d'avoir des personnalités politiques qui avaient beaucoup d'argent et qui ont perverti le jeu politique. Dès le départ, oui.
En fait, c'est ce qui s'est passé en 91. Mais ça va être un miracle. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui ont pensé qu'ils vont damer le pion aux autres en achetant. Ils n'ont pas réussi. Puisque les partis politiques n'ont jamais pu élire quelqu'un à ce jour. Jusqu'à ce jour, oui. Donc, ça a quand même perverti le jeu politique. Désormais, les citoyens ne s'attendent qu'à l'argent parce qu'ils savent qu'il n'y a rien d'autre auquel il faut s'attendre. Et ça pervertit le jeu politique parce qu'il faut expliquer aux citoyens qu'en fait, c'est toi qui es important dans l'affaire. Ce n'est pas celui qui vient. Et ça, c'est le C'est toi qui as le pouvoir avec bulletin. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Oui, puisque depuis le départ, tout le monde a pris la mauvaise habitude de tout relativiser et de tout miser sur l'argent. Le citoyen qui est chez lui ne sait pas toujours que les médias peuvent forger son opinion. Aujourd'hui, quand vous dites quoi que ce soit, le citoyen qui vous écoute, il se dit c'est elle qui l'a payé ou bien c'est elle qui l'a payé. Parce qu'on ne voit pas très bien comment vous pouvez venir en toute neutralité et pour venir dire un certain nombre de choses. On ne comprend pas ça. Si ce n'est pas la mouvance présidentielle qui vous a payé, c'est l'opposition qui vous a payé, certainement qui vous a envoyé. Parce que vous ne venez jamais dire quelque chose tout en étant neutre. Vous voyez? Donc, il y a une grosse perversion que nous devons corriger. Et je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Redonner le pouvoir aux citoyens électeurs parce qu'aujourd'hui, nous avons des citoyens qui subissent de la part d'une classe politique qui décide de tout, qui est omnipotente. Et c'est si grave que nous avons même une bipolarisation aujourd'hui du débat public. Et on s'accorde à dire qu'il n'y a que 2 personnes en 2026 qui auront la décision finale. C'est une logique d'ailleurs d'une évidence assez crasse et désolante, mais c'est ça. Oui, c'est ça la réalité. Mais je pense que, comme je le dis, nous sommes dans une transition et que, passé cette transition, il y aura une recomposition du paysage politique et même on va dire, de la conduite des affaires politiques, de tout le système politique d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a déjà eu un certain nombre de changements, mais ces changements ne sont pas encore de nature à influencer complètement l'état que nous avons traîné depuis 1990. En tout cas, on va espérer qu'on ne retombe pas dans le même travers, parce qu'on a le secret de tourner en rond, de monter, de descendre, de faire un travail. Mais le fait est que les hommes politiques ne mettent en avant que leurs intérêts. Et c'est ça tout le problème. Il n'y en a que pour leurs intérêts. Donc, quand vous prenez les intérêts de quelqu'un en compte, il a une attitude donnée. Quand vous ne prenez pas ses intérêts en compte, il a une autre attitude. Il a un comportement. Il a un autre comportement. Et le comportement de l'homme politique n'est dicté que par rapport à lui-même et à ses intérêts. Ça reste un problème à résoudre. J'avais annoncé qu'on allait évoquer aussi l'actualité politico-judiciaire en France avec ses condamnations. La dernière, c'est Marine Le Pen qui a été lourdement condamnée avec, je dois dire, des peines d'inéligibilité. Le temps, il est complètement parti. Je ne l'ai même pas vu passer. On a fini les 52 minutes assez rapidement. Alexis Carlos-Soké, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Certainement qu'on va revenir justement sur le sujet que j'ai annoncé, le second, dans nos prochains rendez-vous d'ici à la portée.